Donc nous nous sommes retrouvés avec Brigitte Lahaie pour discuter du désir et de l'absence de désir. Donc je vous propose que l'on écoute Brigitte Lahaie, enfin qu'on nous écoute avec Brigitte Lahaie à Paris, et puis on se retrouve tout de suite après pour reparler à nouveau du désir, mais sous un angle très différent de ce que j'ai discuté avec Brigitte. Voilà, à tout de suite. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors j'ai toujours pensé que le désir c'était notre plus grand moteur. D'ailleurs lorsque quelqu'un est en dépression, justement son moteur est un peu en panne et c'est bien difficile de faire avancer cette personne. Mais en même temps c'est compliqué d'expliquer en quoi consiste le désir. Et c'est Jean-Charles Bouchou à mes côtés qui va avoir cette tâche difficile de nous éclairer sur ce que c'est que le désir, à ne pas confondre avec le besoin. En tout cas moi j'ai pensé qu'en ce qui concerne le désir sexuel, il y a le désir qui est en nous, ce désir qu'il faut pas confondre en effet avec le besoin sexuel, mais c'est ce désir tout simplement d'avoir du plaisir, de la jouissance. Et puis il y a ce désir qui est provoqué par quelqu'un d'autre ou même parfois par quelque chose d'autre. Et puis j'ai envie de vous proposer cette citation. Je sais plus qui a dit ça, mais je trouve qu'elle concerne bien le bonheur et le désir. Voilà, je le cite ou je la cite, je ne sais pas. La seule façon de se rapprocher du bonheur, c'est non pas de renoncer au désir, mais de désirer un peu moins ce qui manque et un peu plus ce qui est ou ce qu'on fait. Il s'agit d'espérer un peu moins et d'aimer et d'agir un peu plus. Voilà, je trouve que c'est une jolie citation pour commencer cette émission sur le désir. Et nous allons en parler ensemble de ce désir, de votre désir ou bien du manque de désir de votre partenaire, parce qu'il y a aussi des astuces pour le faire revivre ce désir. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Alors vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, vous avez écrit beaucoup de livres. Le dernier, c'est un livre formidable sur les violences invisibles aux éditions Le Courrier du Livre, parce que c'est vrai que on parle beaucoup de la violence, mais elle est parfois très sournoise, cette violence. Et dans ce livre, vous racontez bien ce qui peut paraître comme ça anodin et parfois de la violence, comme par exemple un désir trop prégnant de notre partenaire. Alors, qui nous envahit tout le temps avec ses deux demandes. Un désir trop prégnant de notre partenaire, c'est bien visible quand même malgré tout. Oui, c'est vrai. Si vous sautez dessus tous les soirs, à un moment donné, vous allez vous en apercevoir. Mais peut-être bien que l'absence de désir pourrait être une violence invisible dans certains cas. D'accord, c'est assez juste. Oui, je suis assez d'accord. Certainement que les auditeurs qui sont dans ce cas-là vous entendent. Alors, le désir, c'est assez compliqué à expliquer finalement ce que c'est que le désir. Le désir, c'est vouloir ce qu'on n'a pas. Tout à l'heure, vous disiez désirer ce que l'on a déjà. Donc, normalement, on désire quelque chose que l'on connaît déjà. On ne peut pas désirer quelque chose que l'on ignore et que l'on ne possède pas. Donc, le désir, c'est intéressant de le voir. En tout cas, si on se place du point de vue des philosophes, de certains philosophes, le désir nous fait passer à côté de l'ici et maintenant, puisqu'on cherche quelque chose du passé que l'on aura dans le futur, donc quelque chose qui n'existe pas en fin de compte, qui existera, je l'espère, un jour. Le désir nous fait passer à côté de l'ici et maintenant. Mais c'est en même temps un sacré moteur. C'est un moteur qui nous fait avancer, oui, comme la carotte fait avancer l'âne. Mais oui, il faut voir les choses comme ça. Après, le mot désir prend plusieurs acceptions, parce que quand on aime quelqu'un qui est dans nos bras, on lui dit « Oh, comme je te désire ». Et là, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose. C'est toute mon énergie est là et je suis prêt à te satisfaire et j'aimerais bien être satisfait. Donc on voit que le mot désir n'est plus le même. C'est pas je désire ce que je n'ai pas et je désire ce que je connais déjà. Et c'est vrai que je la connais par cœur, cette phrase qui est je suppose que c'est Freud qui a dû dire ça, le désir se nourrit du manque. Oui. Bon, je la trouve assez juste, mais pas tellement, pas tout le temps, pas toujours. Enfin, je trouve que le désir, si on regarde d'un point de vue purement mécanique, c'est le besoin de décharger une énergie dans un objet qui nous attire, qui serait donc bien propice à la décharge de cette énergie. C'est pas très glamour. Non, c'est pas très glamour, mais c'est pas. Si on est avec quelqu'un, il y a pas de manque. Enfin, non, il y a pas de manque. On est d'accord. C'est pour ça que je trouve que c'est assez. J'ai voulu commencer l'introduction de cette émission en parlant de ce désir qu'on a en soi de se satisfaire. Et puis le désir qui peut venir de l'attraction de quelqu'un d'autre. Bien sûr, oui. Et on les confond peut-être. Enfin, moi, je vois deux acceptions effectivement au terme de désir, oui. Le désir de ce que l'on n'a pas, et en même temps, on peut dire à quelqu'un, je te désire très fort. À ce moment-là, c'est l'expression d'une énergie. Vous disiez, le désir se fonde sur le manque, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on fait des préliminaires. C'est-à-dire qu'on excite l'autre et on ne lui donne surtout pas ce qu'il veut. L'autre fait pareil avec nous. Et à ce moment-là, la tension va monter jusqu'au moment de l'explosion orgasmique. Et d'ailleurs, on peut
jouer avec le désir le matin en l'appelant ou en ayant en faisant quelque chose qui va susciter son désir. Bien sûr, oui, en lui faisant plaisir, en lui disant je suis là. Mais il y a toujours cette petite excitation à laquelle on ne répond pas, qu'on appelle préliminaire, qui est bien intéressante, c'est faire monter l'énergie, faire monter la tension, justement, parce que le bel orgasme, à mon avis, va se produire du fait de la tension. Et c'est très intéressant d'observer ça aussi, parce que si on voulait décrire la souffrance, on aurait presque la même description. La souffrance, c'est une tension intérieure qui ne trouve pas des conductions. Oui. Donc à un moment donné, ça va nous amener au plaisir, mais imaginez qu'au maximum de la tension interne, notre partenaire nous dit « Bon, non, mais là j'ai un rendez-vous, je m'en vais ». Ce qui aurait dû être du plaisir va devenir, sinon de la colère, sinon de la souffrance, au moins de la colère. Ouais. Et alors, ce qui est intéressant aussi à bien comprendre, c'est que le besoin, c'est quelque chose de très de l'ordre de la pulsion, de l'ordre du corps. Le désir, c'est plus psychique, c'est plus le désir, c'est peut-être quand cérébral. On a le choix. C'est peut-être le fait qu'on ait fait un choix. C'est-à-dire que quelqu'un qui meurt de faim, il va pas choisir ce qu'il va manger, il va manger la première chose qui lui vient sous la main, et là il satisfait un besoin. Oui. Alors que nous, a priori, on manque rarement de manger, donc on va choisir plutôt ceci que cela. Et c'est ça le désir. Le désir, c'est le besoin avec la possibilité de choisir. Je crois qu'on a déjà bien éclairé ceux qui nous écoutent sur le désir. Voilà. Après, c'est important d'aller à la rencontre de ces désirs. Je trouve que souvent, quand on est un petit peu coincé ou qu'on n'ose pas trop, notamment en sexualité d'ailleurs, il y a des gens qui finalement se coupent un peu de leur désir. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais alors à ce moment-là, il faudra nous interroger pourquoi. Parce que si on se coupe de son désir, à mon avis, c'est qu'il exprime un danger potentiel. En apparence, parce que c'est peut-être pas la réalité. C'est en tout cas comme ça qu'on le ressent. C'est comme ça qu'on le ressent, oui. Et vous verrez, je suis sûr que dans les témoignages que nous allons avoir, nous allons le démontrer. Parce que c'est vrai que la sexualité, quelque part, oui, elle peut nous mettre en danger, puisque c'est la rencontre à l'autre. C'est ça, oui, bien sûr. Et puis, oui, et cette sexualité, il faut qu'elle s'exprime au bon moment, au bon endroit aussi, parce que si je vais l'exprimer avec quelqu'un d'autre que la personne avec qui je suis censé le faire, c'est-à-dire mon couple, à ce moment-là, je commets une faute. Vous voyez la faute? Bien. Ah non, c'est pas bien. En tout cas, si mon partenaire n'est pas d'accord. Oui, en tout cas, on peut après être ravagé par la culpabilité. Et finalement, voilà. Donc le désir nous met en danger. Il y a un risque de culpabilité, par exemple, à un moment ou à un autre. Il y a un risque de frustration aussi. Quelque part, quand je dis mon désir à l'autre, je lui donne un petit peu le pouvoir. Alors dans un couple équilibré, c'est plutôt charmant. Mais si le couple n'est pas forcément très équilibré, on se met en danger. Et donc se couper de son désir, on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une violence invisible, mais ça peut être aussi le moyen de se protéger. Voilà, donc tout ça, c'est du cas par cas. Je crois que c'est à chacun de bien comprendre. Et quand on est en panne de désir, je parle de ces personnes qui sont dans des couples et qui n'ont plus du tout envie de faire l'amour avec leur compagnon ou leur compagne, et pourtant sont encore dans une relation d'amour. Bien sûr. Vous expliquez ça comment? Alors je vais l'expliquer, mais comme vous l'avez très justement dit, au cas par cas. Mais ce qui est certain, c'est qu'avant de prendre du bois bandé ou quelque autre produit, s'interroger sur que vient me dire, si on considère que l'absence de désir est un symptôme, que vient me dire le symptôme? Et le symptôme vient dire quelque chose, souvent quelque chose de très précis. Ça peut être un ennui, ça peut me mettre en danger. Pourquoi est-ce que vous êtes sans désir? Oui, ça peut être un règlement de compte. Ça peut être, oui, donc on revient sur la violence invisible, bien sûr. Ouais, t'as pas été gentil, donc t'auras pas. Donc je n'ai plus envie de toi, voilà. Ou ça peut être après une infidélité, Ah oui, là c'est encore plus compliqué, Oui, donc c'est important en tout cas de se questionner d'abord soi-même. Interrogeons-nous, pourquoi le symptôme? Qu'est-ce qu'il est venu me dire? Il est forcément venu me dire quelque chose, et quand on l'aura compris, après, on pourra prendre des vitamines. Mais d'abord comprendre le symptôme. Et alors la question qui peut se poser aussi, il y a des personnes qui n'ont pas de désir ou pratiquement n'ont jamais eu de désir. Alors là, c'est quoi? C'est leur nature. Vous pensez qu'il y a des gens comme ça qui sont sexuellement sans désir? Je suis mu par une énergie, et cette énergie, à un moment donné, elle va vouloir se dépenser. Alors quand j'ai faim, je mange, quand j'ai soif, je bois, mais il reste toujours de cette énergie que Freud appelait la libido. Et la libido, elle va s'investir quelque part. Si l'autre me fait peur, effectivement, elle peut ne pas s'investir dans la sexualité, mais elle peut s'investir ailleurs. Moi, j'ai remarqué par exemple que lorsque j'écris, quand je suis en veine d'écriture, j'ai beaucoup moins de désir sexuel. Voilà où passe mon énergie. Sublimation de l'énergie, de la libido. Et puis, il y a aussi parfois des inhibitions d'ordre culturel ou éducationnel, ou évidemment des viols ou des abus sexuels qui peuvent avoir coupé le désir. Oui, bien sûr. Et on en revient pour la première partie à l'aspect culturel. Dans la culture, le désir n'est pas toujours bien vu.
En tout cas, pas en dehors des liens sacrés du mariage. Ouais. Eh ben, je crois qu'on a déjà bien, j'allais dire, défloré le sujet. Oui, ça correspondrait assez bien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais que nous discutions du désir, mais vu sous un angle différent, sous l'angle de la programmation. Effectivement, nous sommes conditionnés à partir de nos désirs. Alors comment expliquer cela ? Peut-être est-ce qu'il faut revenir au début de l'histoire. Quand je suis né, moi, par exemple, j'imagine que je me suis retrouvé sur ce caillou qui fonce à, je sais plus, 800 km par seconde, je crois, dans l'univers, et j'ai dû me poser la question, mais qu'est-ce que je fais ici ? Heureusement, j'ai été pris tout de suite par une pulsion. Respirer. Prendre ce premier bol d'air, évidemment, puisque juste avant, j'étais un être aquatique. Ensuite, de quoi j'aurais pu m'interroger, ayant enfin respiré, mais non, j'avais une pulsion irrépressible, boire, téter, manger. Voilà le sens de la vie, boire, téter, manger, respirer. J'ai grandi un peu, rapidement je me suis rendu compte que je pouvais influencer mon entourage, et à ce moment-là, les pulsions sont un peu plus dirigées vers quelque chose de narcissique. Si je ris, on me sourit, si je pleure, on s'inquiète, tiens, j'ai donc un quelconque pouvoir. Et puis, le besoin de contrôler, le besoin d'amasser aussi est venu se mettre là-dedans. Enfin, cette libido, donc c'est de ça dont parle Freud, l'énergie qui sous-tend les désirs s'appelle la libido. Eh bien, cette libido est devenue le fil de soie qui m'a permis de construire mon identité. Donc, nous ne risquons rien à dire que nous avons quelque part entre 0 et 6 ans. Et oui, Freud nous dit, tout se joue avant 6 ans. J'ai construit mon identité, ma personnalité plutôt, dans mes 6 premières années de vie, au fil donc de cette libido qui m'a permis de le construire. Donc le terrain sur lequel j'ai envie de vous amener, c'est le terrain de la programmation, du conditionnement que nous subissons. Je vais le dire comme ça. C'est pour ça que quand Brigitte Lahaie me dit « Comment faire revenir le désir ?», je lui dis « Attendez, avant de faire revenir le désir, posons-nous la question, pourquoi le désir a-t-il disparu ? Qu'est-ce que cela vient me dire ?» Ça, c'est la version un peu psychanalytique. Maintenant, nous allons essayer de le voir un petit peu sous un autre angle. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous raconter 2 petites histoires. Je vais essayer de le faire assez vite. Je n'ai pas pris le temps de me documenter, donc mon histoire, qui est historique, va être certainement truffée d'erreurs. C'est pas grave, vous irez vérifier. Et vous me corrigerez dans les commentaires en disant « Arrêtez de dire n'importe quoi. La Terre ne fonce pas à 800 km par seconde dans l'espace. » J'en sais rien en fait. Il y a donc, c'était juste avant la Révolution française, un bateau part de France, un navire, chargé de plusieurs centaines de personnes, de vivres et de boire aussi, c'est important, pour l'Afrique. Le capitaine, qui ne doit pas être un très bon capitaine, ne s'aperçoit pas, mais arrivé vers la côte de l'Afrique, le bateau s'échoue sur un banc de sable. Voilà le bateau à l'arrêt complet. On a de quoi vivre, on a de quoi boire, on a de quoi manger. Les gens attendent, ils se disent quand on verra que nous ne sommes pas arrivés au port, certainement on va envoyer des secours. Sauf que là, nous sommes juste avant la Révolution française et il se pourrait bien que la royauté avait autre chose à penser à ce moment-là. Il a peut-être peur de perdre la tête. Alors, l'équipage attend longtemps, puis ne voyant aucun secours venir, il décide de démonter le bateau et de construire plusieurs radeaux. Sur un des radeaux montent une centaine de personnes avec des vivres, boire et manger. Et puis ils prennent la mer en direction de l'Afrique. Seulement voilà, ils n'arrivent pas en Afrique. Le voyage dure, les gens s'affolent, ils s'énervent, il y a des rébellions, il y a des meurtres. Ils ont tellement peur de manquer de nourriture qu'ils deviennent cannibales, ils se mangent les uns les autres. Quand enfin un jour le radeau arrivera sur la côte africaine, sur 100 passagers qui étaient partis, 3 sont survivants. Et au moment de débarquer, 2 des 3 meurent à ce moment-là. Il n'y en a qu'un qui arrivera sur la terre africaine. 1 pour 100 qui étaient partis avec des vivres. Alors vous me direz, c'est bien normal. Quand on est perdu si longtemps en mer, il y a de quoi devenir fou. Au fait, combien de temps a duré l'épopée du radeau de la Méduse? Je me suis renseigné, vous irez vérifier, une dizaine de jours. 10 jours, c'est rien. C'est rien du tout, 10 jours. 10 jours avec des vivres. Et les gens se sont entretués et mangés les uns les autres. Une deuxième histoire. Il existe quand je parle de programmation, de conditionnement, il existe du fait de ce conditionnement des lois, des règles qui se vérifient.
Il en existait une jusqu'à le milieu du siècle dernier. Tout naufragé perdu en mer meurt dans les 3 jours. À tel point que s'il y avait un naufrage, on allait chercher les survivants. Si au bout de 3 jours on n'avait trouvé personne, c'était fini. Même s'il y avait des naufragés, normalement ils étaient morts. Et ça se vérifiait. C'est quelque chose, c'était une loi qui se vérifiait. Un jour, un médecin a dit, mais ça n'est pas normal. Un adulte en bonne santé peut vivre 3 mois sans manger. Et là, on parle de 3 jours. Alors il a dit, je vais vous le démontrer. Il s'est construit un canot, et puis c'est le docteur Bombard, il a pris la direction de l'Amérique, et je ne sais pas combien de temps a duré son épopée, mais plusieurs semaines, je pense, pour arriver de l'autre côté. Il a traversé l'Atlantique à la rame, comme étant un naufragé volontaire. Et il a démontré comme ça que cette loi, qui était vraie puisqu'elle se vérifiait, était pourtant erronée à l'origine. D'ailleurs, depuis l'épopée du docteur Bombard, tout naufragé perdu en mer survit jusqu'à l'arrivée des secours. Vous voyez comment notre psychisme peut créer une loi et que cette loi peut se vérifier dans la réalité. Donc ça vaut vraiment le coup de se poser la question du conditionnement. Un détail, le docteur Bombard était parti sur son canot avec des livres. Et quand il est arrivé, il a dit « c'est de désespoir que meurent les naufragés ». Voilà. Grâce à son expérience, il a sauvé certainement des centaines de milliers de vies. Donc, si on repart plus avant, plus en arrière plutôt, jusqu'à l'Antiquité et entendre Siddhartha, le Bouddha dit « notre monde conditionné est un océan de souffrance d'une profondeur insoutenable. » Et là encore, je l'ai vérifié en discutant autour de moi. Récemment, quelqu'un me dit « j'ai une maladie ». Et je lui réponds « ah, mais peut-être est-ce que tu pourrais faire un jeûne ?» Et là, l'autre me regarde en me disant « ah ouais, mais j'ai qu'à mourir tout de suite. » Ouais. Il a gardé la loi des premiers mois de vie, manger égale survivre. Si tu ne manges pas, tu meurs. Encore une fois, on peut rester 3 mois sans manger, en tout cas plusieurs semaines sans danger. Vous voyez ? Si on est en bonne santé au départ, bien évidemment. Et cette démonstration, je vous l'avais déjà fait avec l'angoisse d'abandon, en disant, parce que des personnes m'ont dit, lorsque j'ai été abandonné, j'ai cru mourir. Et effectivement, l'angoisse d'abandon des premiers temps de la vie est synonyme de mort. Abandonner un petit enfant et il est promis à la mort. De même, empêcher un nourrisson de manger et il est promis à la mort dans les heures qui suivent. Donc tout notre conditionnement, et ça là, vous voyez bien qu'on rejoint les théories de Freud, nous viennent de nos 6 premières années de vie. Mais on peut complètement les faire voler en éclats. Et c'est là où j'ai envie de vous amener à réfléchir. Je vous donne juste les informations, ensuite vous ferez ce que vous voudrez. Pouvoir observer ces désirs sans forcément y satisfaire peut nous permettre, en tout cas c'est ce que nous dit le Bouddha, petit à petit de nous déconditionner. Parce que le Bouddha avait donné cette première loi lorsqu'il s'est éveillé, il a dit « le monde conditionné », qu'il appelle samsara en sanskrit, est un océan de souffrance, dukkha, pour ceux que ça intéresse le sanskrit, d'une profondeur insoutenable. C'est la première loi que nous propose le Bouddha, la première règle, la première noble vérité. Mais il en amène une seconde. Il dit, le conditionnement a des causes. Donc, si on pouvait arrêter ces causes, on sortirait du conditionnement. Les causes dont parle le Bouddha, c'est tanya, la soif, c'est-à-dire l'avidité, le désir de se remplir, le désir de posséder, le désir de briller, le désir d'être. La deuxième noble vérité est donc le chemin. Première, la souffrance, les causes, tanya. Alors il existe une troisième noble vérité qui est le chemin. S'il existe des causes, il est possible d'arrêter ces causes et de sortir du conditionnement. Et enfin, une quatrième noble vérité, pour celui qui sait de le conditionner, arrive au nirvana. Voilà, je vous en dirai pas plus, ce serait un peu trop long. En tout cas, l'idée, c'est de vous amener à réfléchir sur le conditionnement, sachant que ce conditionnement nous amène à la souffrance. Et donc voilà, on oppose souvent psychanalyse et spiritualité, mais dans les deux cas, il s'agit de mettre en avant nos conditionnements et de trouver un moyen, un chemin pour nous déconditionner. Je vous ai amené là beaucoup d'informations qui mériteraient qu'on aille encore plus loin, et ça je pense que nous le ferons prochainement dans une autre vidéo. Voilà, si ces idées, si ces réflexions, ça vous intéresse,
Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour être tenu au courant au fur et à mesure que sortent de nouvelles vidéos. Et puis mettez un pouce vers le haut si vraiment vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à commenter, parce que je dis beaucoup de bêtises quand je parle, même si ça n'a pas, à mon avis, vraiment d'importance. N'hésitez pas à me corriger ou à poser des questions en commentaire. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.